Bien bonsoir. Dans l'actualité, la marche des ressortissants, les jeunes ressortissants du Fouta établis à Dakar. Ils veulent la fin des travaux de la route nationale 2, un chantier qui s'éternise à leurs yeux avec son lot de dégâts. Des acquis, mais un énorme chantier à côté, tableau du président de l'UMS, de la justice sénégalaise, l'Union des magistrats qui a tenu son assemblée générale ce week-end. Deux leviers de développement soumis au diktat du privé et du coût de la vie. La santé et l'éducation appauvrissent les parents et compromettent quelque peu l'avenir des enfants. La petite enquête dans ce journal de Amago Robert Niang et Babacar Ndiaye. Se mettre sur sa tabaski, pour ne pas dire son 31, vigilance orange pour la clientèle des couturiers. Si vous n'avez toujours pas choisi votre tailleur, il est encore temps. Le reportage de Youssouf Kanté et Cheikh Ogueye dans cette édition. Bienvenue à tous. Âge 2017, les pèlerins laissés en rade exigent toujours la restitution intégrale de leur argent. Les voyagistes privés qui ont été alors condamnés traînent toujours des pieds pour ce remboursement. Le collectif qui défend l'intérêt de ces pèlerins laissés en rade en 2017 a rencontré la presse ce samedi. C'est un compte-rendu de Mafal Fall et Babacar Touré. 2017. Des pèlerins sont laissés en rade à l'aéroport Léopold Sédar Senghor. 2 ans après, ils se manifestent à nouveau. Nous avions contacté des agences de la place agrémentées qui nous avaient promis de nous amener à la Mecque. Parce qu'il y avait eu désistement d'un marabout Niassène à la dernière minute, ce qui lui permettait à Awa Bao de EBS Transit de pouvoir convoyer au moins une dizaine de pèlerins. Mais en fin de compte, on s'est retrouvé avec 25 pèlerins qu'elle devait nous convoyer. Elle nous a demandé des sommes d'argent variant entre 3 200 000 et 3 500 000 que les gens ont payé cash. Les reçus sont là. Je peux après vous les montrer. Et depuis lors, le 21 août, à notre grande déception, nous avons vu que Aobao n'avait pas de quota. Ils se disent victimes d'escroquerie de la part de voyagistes privés. Depuis lors, nous sommes là à courir derrière notre argent. C'est des personnes qui ont lutté pour avoir cet argent-là, qui ont voulu quand même faire le pèlerinage à la Mecque, le 5e pilier de l'islam, et qui se sont vus escroqués par une bande de Sénégalais qui, se croyant au-dessus de la loi, font tout actuellement pour que nous ne soyons pas dans nos fonds. Plus question de voyager avec les mêmes agences, ils espèrent revoir la couleur de leur versement. Nous demandons qu'ils nous restituent notre argent. Nous ne voulons pas qu'ils nous envoient à la Mecque. Parce que nous savons que ceux qu'ils ont envoyés à la Mecque ont été dans des difficultés notoires. Surtout ceux qui ont été l'année dernière. Donc ce n'est même pas notre problème. Notre problème, c'est qu'ils nous donnent notre argent et nous demandons qu'ils nous restituent notre argent. Le tribunal avait condamné en 2018 les responsables des agences incriminées à payer l'intégralité des sommes suite à leur plainte. Mais le recours de la partie adverse avait suspendu l'application du jugement. Le procès en appel est prévu ce 12 août 2019. Les pèlerins disent avoir confiance en la justice de leur pays. Ils attendent d'être rétablis dans leurs droits. La RN2 en chantier, cette route nationale en chantier depuis quelques mois. Un chantier loin du bout du tunnel. Les usagers n'en peuvent plus. Les jeunes ressortissants du Fouta portent le ras-le-bol. Ils l'ont manifesté ce samedi à la place de la Nation à Dakar. Youssouf Dat est leur porte-parole. Nous ne pouvons pas rester pendant 2 ans à pratiquer une route de 335 km faite de terre bâtie pendant 2 ans. Même les chauffeurs ont constaté que les routes sont impraticables. On en a ras-le-bol d'attendre. Parce que la population du Fouta historiquement est connue pour sa passivité. Mais il faut comprendre qu'une nouvelle vague se lève. Elle est prête à lessiver toutes les injustices. Que l'on soit clair, on est prêt à tout.
Manifestation tenue à la place de la Nation. La place de la Nation, cette zone privilégiée pour manifester les grognes. Les riverains deviennent du coup des victimes collatérales au moindre débordement. Ils expriment à leur tour leur angoisse à chaque manifestation. C'est un reportage sur place de Sidignan et Matarguer. La place de la Nation, une zone stratégique de la capitale sénégalaise. Opposition, pouvoir et société civile y organisent presque toutes leurs manifestations. Seulement, des habitants et des commerçants ne veulent plus de ces rassemblements. Ils pensent qu'ils sont très fatigués quand il y a la marche ici. Surtout c'est une marche non autorisée. Avec les bombes lacrymogènes, quand les gens courent, ils font tomber les gens. On est tout le temps obligé de s'enfermer. Il y a des gens qui sont allergiques à l'odeur. Il y a les vieilles femmes aussi qui sont là, les petits-enfants. C'est pas sûr. S'ils pouvaient changer l'itinéraire de leur marche, ça nous arrangerait bien. Nous sommes très fatigués par ces marches, surtout lorsque les policiers lancent les grenades lacrymogènes. C'est pour cela qu'on n'aime pas ces manifestations. Nous en avons vraiment marre. S'ils pouvaient voir ailleurs, ça nous arrangerait vraiment. Pour d'autres, les conséquences sont minimes si les manifestations sont autorisées. Les gens là, ils ont marché comme ils veulent, mais il y a la liberté, les gens marchent de gauche à droite, les commerçants vendent leurs billets, il n'y a pas de problème. Mais si on avait interdit ça, ça peut amener une catastrophe. On est dans un état de droit, il faut laisser les gens s'exprimer, en tout cas en respectant les voies de droit, quoi. Donc nous, on ne trouve pas de problème sur le fait que les gens marchent. Comme le disent les autres, bon, ils dérangent. Pour moi, ils ne dérangent pas. Les allées du Centenaire, zone de prédilection des manifestants. Elle va de la place de la Nation au rond-point Doudou Ndiaye, Coumba Rose. L'Union des magistrats du Sénégal se réjouit des avancées notées dans le secteur de la justice, mais pas sans souligner les nombreux chantiers qui attendent la tutelle. L'UMS en assemblée générale ce week-end en présence du garde des Sceaux, Souleymane Diallo et Oumar Kane, compte rendu. L'état de délabrement des locaux de certaines instances judiciaires, aussi bien à Dakar que dans les régions, et une Cour suprême sans siège digne de son rang. Telles sont, entre autres, les préoccupations du président de l'UMS à l'heure de bilan, après avoir salué les nombreux acquis notés dans la justice. Une justice crédible et respectable, c'est d'abord une justice qui se rend dans des locaux adaptés, conçus à la mesure de la majesté et de l'autorité d'un pouvoir véritable. La situation de la plus haute institution judiciaire du pays, la Cour suprême, qui tarde à disposer d'un siège digne de son rang, préoccupe tous les acteurs de la justice. De même, dans de nombreuses juridictions, le personnel judiciaire en général et les magistrats en particulier travaillent dans des conditions qui ne cadrent pas avec les exigences d'un service public moderne et performant. Il en est ainsi du tribunal de grande instance de Pékin, installé provisoirement dans des locaux exigus et peu adaptés. La situation n'est guère meilleure dans la plupart des juridictions de l'intérieur du pays, où les conditions de précarité et de promiscuité dans lesquelles travaillent les magistrats et le personnel judiciaire portent atteinte à l'image et la respectabilité de l'institution judiciaire. Une cérémonie présidée par le ministre de la Justice qui annonce un vaste chantier d'informatisation en vue de la modernisation du système judiciaire. Le garde des Sceaux évoque aussi des décrets allant dans le sens de la transparence dans la nomination des magistrats. L'informatisation du casier judiciaire avec le bureau d'exécution des peines en pilote au TGI de Saint-Louis participe de cette logique d'accessibilité et de fiabilité des actes délivrés aux usagers du service public de la justice. Il en est de même de la plateforme de gestion électronique des dossiers du personnel judiciaire en phase de finalisation, avec comme résultat attendu une plus grande maîtrise de l'effectif et une meilleure gestion des carrières des magistrats. Les décrets d'application des lois organiques portant sur statut des magistrats et sur le Conseil supérieur de la magistrature ont été enrôlés dans le circuit d'adoption du Conseil des ministres.
le décret relatif aux modalités de désignation du Conseil supérieur de la magistrature a d'ailleurs été adopté en Conseil des ministres le 25 juillet 2019. Par contre, le décret d'application sur l'évaluation de l'activité professionnelle des magistrats est toujours en cours d'élaboration pour les besoins d'une large concertation avant sa validation. Une assemblée générale annuelle au terme de laquelle un nouveau bureau sera élu. De nombreux emplois attendus à Tilène. Tilène, c'est dans le nord du Sénégal. L'espoir découle d'une usine de transformation de riz paddy. Le FONSIS et l'ADER ont appuyé ce projet d'une valeur de près de 500 millions de francs CFA. Amadou Sek et Momar Alisniang nous en parlent. Tilène, localité située dans la commune de Ross Béthio, a désormais son unité de transformation de riz paddy. D'un coût global de 450 millions de francs CFA, cette usine a pu voir le jour grâce à l'appui du Fonds souverain d'investissement stratégique qui a appuyé le promoteur à hauteur de 35%. On travaille ensemble pendant 2 ans. Donc c'était un accompagnement hebdomadaire avec nos partenaires de la SAED à travers le sous-fonds que nous avons mis en place pour adresser les PME, qui est le sous-fonds SAED. Et donc nous avons structuré le projet, nous sommes actionnaires, nous l'avons accompagné sur la gouvernance et nous avons fait en sorte que le projet soit bancable. Et comme il l'a dit, donc, il s'est rapproché des banques et nous avons travaillé avec l'ADER pour avoir un financement qui soit compétitif. Et donc le FONSIS continue aussi à l'accompagner. Et pas plus tard qu'hier, nous sommes toujours ensemble sur le terrain en train de mettre en place l'ensemble des infrastructures. Donc notre rôle, c'est un rôle d'actionnaire, mais un rôle d'actionnaire aussi d'accompagnateur actif sur le terrain. Cette usine mettra sur le marché sénégalais annuellement 21 000 tonnes de riz de très bonne qualité, comparable à celle du riz importé. Le Tilène favorise la création de 73 emplois, dont 20 permanents. Le secteur du pétrole et du gaz dans une bulle, pour l'heure du moins. L'entente est scellée entre employeurs et travailleurs autour d'une charte censée améliorer les conditions de travail. Cher Sall. Cette convention est le fruit de 2 ans d'échanges et de négociations. Cette convention collective, au-delà des 2 pactes sociaux qui ont été signés en 2008 et en 2016, nous amène à un autre niveau, justement. Je peux dire, entre autres, une augmentation de la retraite complémentaire sur sa dernière tranche, qui passe de 70 à 75%. Il y a un 14e mois qui est là-dedans. Le 13e mois a été généralisé. 14e mois, c'est en chantier, parce que c'est conditionné à un paiement des dettes. Vous savez, l'État doit un peu aux sociétés, à nos différentes sociétés. Une fois que ces dettes seront résorbées, ils seront tenus maintenant de continuer les négociations pour aller vers un 14e mois. Une convention qui vise également à augmenter le pouvoir d'achat et améliorer les conditions des travailleurs. En gros, c'est pour renchérir le pouvoir d'achat du collaborateur, du travailleur, et voir les conditions, améliorer les conditions de travail, surtout dans cette situation de découverte pétrolière et gazière. Je crois qu'on a besoin d'assainir le secteur pour un futur, c'est important, pour que personne n'entre comme ça dans ce secteur en parasite. Que la convention collective est une source juridique professionnelle à côté des autres instruments collectifs et individuels en usage dans le milieu du travail. Elle a la singularité d'être un outil privilégié de négociation collective du fait de son caractère fédérateur, démocratique, dans la mesure où son processus de conclusion favorise une expression libre et plurielle des acteurs de l'entreprise, que sont les travailleurs et les employeurs, ainsi que leur organisation professionnelle représentative. Ainsi, la Convention prend en charge 7 secteurs qui tournent autour du raffinage, de la distribution, du stockage, du transport, du maritime, de l'aviation et du transport d'hydrocarbures. Le droit minier de l'ère coloniale à nos jours, c'est l'ancien directeur des mines qui dépoussière ainsi l'histoire de ce secteur. Ousmane Sissé, actuel conseiller spécial du ministre des Mines, a soutenu sa thèse avec succès, un travail qui relève un élément important, mais important et à corriger d'urgence. Le Sénégal ne profite toujours pas assez de ses ressources. Augustin Mandang et Cheikh Hassana Fall ont assisté à cette soutenance. 432 pages ont été nécessaires pour parler de l'histoire du droit minier du Sénégal
de l'ère coloniale à nos jours. Une histoire qui montre à suffisance un droit minier à l'évolution satisfaisante. Nous sommes arrivés à la conclusion que les conventions minières, les textes de loi au Sénégal, de plus en plus répondent aux aspirations du peuple en termes de protection de l'environnement, en termes de lutte contre la pauvreté. Deuxième observation, c'est qu'aussi il y a une amélioration du point de vue de la transparence. Aujourd'hui, vous vous rendez compte que les conventions minières au Sénégal sont publiées, il y a la publicité des contrats, les documents sont accessibles. Un secteur minier sénégalais assez riche, mais dont l'État n'arrive toujours pas à profiter de ses retombées financières. L'État ne parvient pas à tirer profit donc de l'exploitation des ressources. Et ce déséquilibre qu'on a constaté est un déséquilibre qui est dans nos lois, qui est dans les conventions, les contrats qui sont signés. Et globalement, les prestations donc, des parties ne sont pas des prestations satisfaisantes, en tout cas pour l'État du Sénégal. Et l'étude que nous avons faite nous a montré effectivement qu'il y a des mécanismes, il y a des possibilités donc, pour l'État de trouver donc, son intérêt dans ce jeu et de protéger ses intérêts stratégiques par rapport donc, à l'exploitation des ressources minérales. De 10h à 14h, le Conseil spécial du ministre des Mines a exposé sa thèse sur le droit minier. Une thèse qui peut beaucoup servir au monde éducatif mais aussi institutionnel. En principe, devrait permettre à l'État, aux acteurs, à l'université, donc d'avoir beaucoup plus une base scientifique, une base d'information, de données. C'est la première étude qui a été faite sur ce sujet et que pour les étudiants, pour les chercheurs, pour les praticiens, je pense que la thèse peut constituer un excellent document donc d'information et approfondir donc ce qui a été examiné. Grâce à un travail de longue haleine et une documentation bien fournie, l'ancien directeur des mines Ousmane Cissé, qui est géologue aussi de formation, devient maintenant docteur en droit minier avec une mention très honorable. Dites désormais, docteur Ousmane Cissé, félicitations. La Tabaski, le bélier n'en est pas la seule vedette. Le tailleur est également couru et ceux qui n'auront pas pris leurs dispositions d'ici là peuvent avoir des surprises. Cherou Gueye et Youssouf Konté. Plus que 9 jours de la fête de l'Aïd el-Kabir, les ateliers de couture sont bondés de tissus. Le compte à rebours donc déclenché pour les tailleurs. Ils ne passent même plus la nuit chez eux. Cela dans le souci de respecter leurs engagements. Il y a de cela 2 semaines que nous avons commencé à passer la nuit dans notre atelier. On est vraiment fatigué, mais on est obligé. Il est vrai que dans notre atelier, on ne passe pas la nuit ici, mais on rentre très tard dans la soirée. Ce n'est que pour le dernier jour que 4 heures du matin va nous trouver ici. Dans cet atelier, hommes et femmes, tous concentrés sur le travail. Pas de temps à perdre, c'est pourquoi je me suis chargé de m'occuper des finitions, emballer les tissus et les remettre aux propriétaires. La principale difficulté à laquelle sont confrontés ces tailleurs est que les clients n'amènent pas très tôt leurs tissus. Ce que nous regrettons est que généralement les clients viennent très tardivement, alors que la couture c'est un travail très sérieux. Ce tailleur énumère les tissus les plus en vue. Les clients nous amènent plus des basins, des jetsner, des fils à fil, mais aussi nous-mêmes nous exposons des prêts à porter. Tabaski, une fête qui booste pas mal d'activités. Ce gérant de mercerie se frotte bien les mains en cette veille de fête. Comme chaque événement, nous remercions vraiment le bon Dieu. Actuellement, notre commerce marche bien. On est vraiment content. Selon les tailleurs, les hommes envahissent plus les ateliers. On court beaucoup plus pour les hommes que les femmes. Même nous, on ne comprend pas trop, mais c'est le constat que nous avons fait. Pendant que les tailleurs se plaignent du nombre important de tissus qu'ils ont à leur disposition, les vendeurs, eux, ne voient pas assez de clients. Au moment où je vous parle, ce n'est pas encore le Pérou, c'est pas encore... Les gens ne viennent pas. Hein. Ils ne viennent pas, ça nous dérange même, nous aussi. On a beaucoup investi, on attend, mais jusqu'à présent, ça ne va pas.
Soudan, le Conseil militaire et les leaders de la contestation sont parvenus à un accord ce samedi, accord autour d'une déclaration constitutionnelle qui ouvre la voie à un transfert du pouvoir aux civils dans le pays. Syrie, 31 combattants des forces pro-régime tués ce samedi dans l'explosion de munitions sur un aéroport militaire du centre. L'Observatoire syrien des droits de l'homme avait déjà déploré 12 morts. Les causes de cette explosion à l'aéroport militaire d'Al-Sheirat dans la province de Homs ne sont toujours pas claires. Selon le directeur de l'OSDH, Rami Abdelrahman, l'agence officielle syrienne Sana a fait état d'un certain nombre de morts imputant l'explosion à une erreur technique durant le transport de munitions périmées. La petite enquête du jour qui s'intéresse à ces deux facteurs essentiels dont la négligence entraîne des conséquences fâcheuses pour toute une nation. Il s'agit bien entendu de la santé et de l'éducation. Au Sénégal, les parents se surpassent malgré tout. Un schéma qui, si l'on y prend garde, ne manquera pas d'accentuer la précarité de beaucoup de ménages, des ménages de la classe moyenne principalement. Babacar Ndiaye et Amago Robert Nyang. La santé et l'éducation des enfants constituent des dépenses considérables pour les parents. Le coût élevé de la vie n'aide pas face à ces deux nécessités, base de tout développement. Mais le bémol au Sénégal, c'est que nous sommes un pays au coût extrêmement élevé. Si aujourd'hui vous prenez la scolarité des enfants, aujourd'hui il n'y a pas une école de moins de 50 000. Les crèches des bébés sont à 80 000. C'est le quart de certains salaires, c'est le cinquième de certains salaires. En plus du coût cher de la vie, il y a également la faiblesse des revenus. Pour les parents, surtout lors de l'ouverture donc des classes, mais également tout au long de la vie de l'enfant sur le plan de la santé. Et comme nous savons qu'au Sénégal, les revenus en général des parents, les revenus des travailleurs sont des revenus assez faibles par rapport au coût de la vie. Donc ça pèse lourdement pour ces parents en général. Et ce sont les parents évoluant dans le secteur informel sans sécurité sociale qui ressentent le plus la lourdeur de ces charges. Parce qu'en fait, la santé, si vous n'êtes pas un fonctionnaire qui est protégé par l'État et qui pratiquement est couvert à 80%, si vous n'êtes pas dans une entreprise privée avec les IPM où vous êtes couvert presque entre 80 et 90%, si vous êtes surtout un gorgorlou, mais écoutez, il vous faut un fonds de roulement. Parce qu'en fait, la maladie peut attaquer la nuit. À tout moment, vous devez avoir sur vous ce que je vais appeler un fonds de roulement, c'est un langage financier, mais qui vous permet en fait de sécuriser votre déplacement. Et donc, immédiatement de prendre en charge le malade. Mais ça, il faut que ceux qui ont des revenus puissent épargner. Alors, question, sont-ils capables d'épargner face à l'ampleur des charges? Au Sénégal, c'est extrêmement difficile. Une intervention de l'État pourrait faciliter la tâche aux parents afin d'assurer une meilleure prise en charge des enfants à venir du pays. Important dans le budget familial et que donc l'État a cette responsabilité de faciliter la formation, c'est-à-dire qu'il y ait assez de disponibilité d'écoles pour que les enfants aient accès à cette formation plus facilement et moins cher. Et l'État aussi a la responsabilité d'une disponibilité donc des structures sanitaires pour que l'accès à la santé soit également très disponible et donc facile pour les populations, particulièrement les enfants. La santé et l'éducation des enfants, deux priorités auxquelles les parents doivent tenir compte, deux paramètres qui pèsent lourdement sur le budget familial. Amago Robert Nyang, Babacar Ndiaye à suivre. Le portrait du jour nous mène dans la cuisine de Ndeye Mati Pouman, la restauratrice qui tient sa gargote dans le quartier de Grand Dakar. Depuis 2014, sa seule préoccupation est de garder sa clientèle. Cette clientèle est la clé en effet de sa sécurité financière. Sili Nyang et Ndeye Mariam Gaye. Comme tous les jours, elle est sur pied tôt le matin. Direction le marché de Grand Dakar. Ndeye Mati Pouman vient s'approvisionner en condiments pour sa cuisine. Des préalables pour accomplir une de ses missions quotidiennes, la cuisine. Une fois à la maison, elle prend les rênes de sa cuisine.
Des plats destinés à sa gargote, un restaurant de fortune ouvert en 2014 dans un coin du quartier de Grand Dakar. J'ai ouvert la gargote en 2014. Ça fait maintenant 5 ans. Ici, l'ambiance est au rendez-vous. Bain de plats, échange de monnaie, les clients se régalent. La propreté du cadre et la qualité des plats servis favorisent la fidélisation d'une certaine clientèle. Je viens manger ici tous les jours. La première fois que je suis passé, j'ai aussitôt remarqué qu'elle est propre et ses plats sont succulents. Né en 1985 à Nguerhor, Ndeye Mati revient sur ses motivations. Je veux travailler et aider mon mari, mes parents et ma famille. Vraiment, j'y vois mon compte. Animé d'un courage et d'une bonté démesurée, Ndeye Mati est bien apprécié par ses proches. Dieu nous a réunis, c'est ma femme. Elle est bien et elle m'aide. C'est une travailleuse. Ndeye Mati n'attend rien de personne. Depuis qu'elle a quitté Nguerhor, elle n'arrête pas de se battre. Elle est propre, gentille et accueillante. Et ce qui m'attire, c'est elle, elle est très patiente. Mère de 2 enfants, Ndeye Mati Panama assure au quotidien la paix du ventre de sa clientèle. Une fois chez elle, elle sert également un autre repas. Mais cette fois-ci, ce sont ses enfants et son époux qui seront à table. Fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Rendez-vous à 22h30 dans Juki Pribari avec Soda Diakoumpa, le bulletin d'information de la nuit. Et puis Soda que vous retrouvez demain à 13h pour le Ndiolor du week-end. Et puis vous retrouvez demain à 19h45 Adama Anouchkaba. Excellente soirée à toutes et à tous et bon week-end. Au revoir.